Euh, alors, le sujet là, c'est de préparer l'année 2021, le début de l'année 2021, qui s'annonce toujours marqué par la crise sanitaire. On commence à parler de reconfinement. On a vu que les Anglais étaient déjà reconfinés. Et donc là, l'objectif avec vous, c'est de vous écouter sur votre décryptage de la perception qu'ont les Français des sociétés cotées, qui est notre univers, et quels enjeux d'opinion se posent par rapport aux sociétés cotées. Quelles sont les leçons à tirer de la crise sanitaire? Qu'est-ce qu'elle a changé? Et qu'est-ce que change le fait de se dire qu'on a encore au moins 6 mois, peut-être plus, de crise sanitaire devant nous? La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez, comment vous analysez la montée de l'attente de repères sociétaux? Pendant la première vague de crise au printemps, les grands patrons, à commencer par les patrons du CAC 40, même les patrons de sociétés plus petites, ont affirmé le rôle sociétal de l'entreprise, ont immédiatement fait état de la générosité de l'entreprise, ont imposé le terme de partie prenante. La grande majorité, 3/4 d'entre elles, 3/4 des 350 que nous suivons, ont parlé de raison d'être. Une douzaine l'a mis dans ses statuts. Notre analyse à nous, c'est que tout ça s'est passé au printemps 2020 et que ça nous paraît trop long à préparer pour avoir été uniquement une réaction à la crise en un mois. C'est probablement quelque chose qui vient de plus loin et là-dessus, on aimerait vous entendre. C'est évident que les crises sont toujours un peu des moments de révélation, hein, et des révélateurs d'évolution de société. Moi, je ne crois pas que les crises changent fondamentalement les choses. Je pense qu'elles ont plutôt tendance à accélérer des mutations qui étaient déjà en cours. Euh, mais il n'y a pas de choses qui n'existaient pas, qui surviennent fondamentalement à l'issue d'une crise. C'est plutôt une accélération de changements qui étaient déjà en gestation qui se produisent. Et donc, de ce point de vue-là, sur cette thématique de la raison d'être, probablement que vous avez raison, toutes ces entreprises se posaient déjà ces questions et ont continué malgré la crise à mettre en œuvre cette question de leur mission, de réflexion sur leur raison d'être, sur leurs objectifs. L'origine de cela est probablement plus les évolutions législatives qui ont eu lieu les mois qui précédaient la crise sanitaire que la crise sanitaire elle-même. Alors que peut-être ça ait accéléré le mouvement, que ça ait incité d'autres entreprises qui s'interrogeaient sur le fait de passer à l'acte, d'y aller, ça c'est tout à fait possible. Et c'est même probable que pour certaines, ça ait pu jouer. Mais on a certainement là quelque chose de plus profond qui renvoie, à mon avis, à des interrogations qu'ont les entreprises sur l'évolution aussi de leurs relations à la fois avec leurs collaborateurs, leurs salariés, mais aussi avec leurs clients. Elles voient bien que de plus en plus de consommateurs sont en attente d'attitudes jugées responsables, d'engagement vis-à-vis d'un certain nombre d'enjeux sociétaux, que ce soit la prise en compte de la diversité dans l'entreprise, que ce soit la meilleure lutte pour la protection de l'environnement, que ce soit aussi des enjeux autour de la parité homme-femme. Donc tous ces sujets-là, les entreprises sentent bien que les consommateurs ont une attente vis-à-vis du comportement des entreprises. Elles ont elles-mêmes le sentiment que leurs salariés ont une attente de ce point de vue-là et que d'un certain point de vue, tout cela concourt à plus d'efficacité économique aussi pour l'entreprise que de mieux prendre en compte ces sujets. Et il est probable que la période finalement de la crise sanitaire ait pu permettre en tout cas, non pas de passer à l'acte, mais de révéler des choses qui étaient en préparation, peut-être parce qu'il y a eu aussi du moment qui s'est libéré pour ces sujets-là, parce que pour certaines entreprises, la production s'est arrêtée ou a fortement ralenti. Et donc,
il y avait à la fois la nécessité de veiller à permettre à l'entreprise de survivre économiquement et à garantir sa pérennité dans la période, mais aussi à se projeter d'ores et déjà dans l'après-crise. Parce qu'on sait bien que ce que doivent faire et ce que cherchent à faire les directions d'entreprise souvent, c'est d'essayer d'anticiper l'avenir, ne pas être que dans le présent. Alors, c'est très difficile de le faire dans ces périodes-là, mais en tout cas, ça a probablement donné un coup de boost, effectivement, à des réflexions et à des actions qui étaient déjà largement entamées et mises en œuvre. Et qu'est-ce que vous pensez de la crédibilité de ces entreprises? On a eu un mouvement général de resserrement des rangs, de solidarité, je dirais euh, de bonheur d'être ensemble, qui était, le bonheur c'est peut-être un grand mot, mais enfin qui était exprimé avec beaucoup de chaleur au printemps. Ensuite, on a eu des plans sociaux à l'automne par certaines entreprises. Euh, et beaucoup ont opposé, le comportement que les chefs d'entreprise, de sociétés cotées, encore j'entends, hein, multinationales, ont eu au printemps, avec les décisions sociales graves qu'ils ont eu à prendre à l'automne et pour certains début 2021. C'est encore devant eux. Est-ce que vous pensez que l'opinion a été déçue? Est-ce qu'elle pense que conscience sociétale et recherche de sens ne peut pas aller avec recherche de rentabilité? Et est-ce que du coup, on va vers des attentes inconciliables? Je pense que il y a plusieurs choses à pointer sur ce sujet. Le premier, c'est que euh, l'opinion est évidemment à la fois un peu utopique. Elle espère toujours que le monde de demain sera meilleur, mais quand on regarde clairement ce que nous disent les Français dans les enquêtes que l'on réalise, très peu de Français croient au monde d'après. C'est moins d'un Français sur deux qui pense que fondamentalement les choses seront différentes l'an prochain, une fois qu'on sera sorti de la crise par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas l'idée que la crise sanitaire serait une sorte de grand soir qui va révolutionner complètement nos sociétés, nos modes de vie et nos rapports aussi sociaux et économiques. La seconde chose, c'est que probablement que la crise a créé des phénomènes contradictoires. Le premier, c'est elle nous rappelle à tous salariés, en tout cas pour ceux qui sont en activité professionnelle, salariés, à quel point, malgré tout, le collectif de l'entreprise, c'est quelque chose d'agréable, qui nous manque quand il vient à disparaître. Le télétravail, c'est sympa, mais on a tous fait l'expérience que quand il est poussé à 100% et qu'il est long, on finit par manquer de relations humaines avec ses collègues, de ne plus les voir, de ne plus les croiser, de ne plus discuter de vive voix et en présentiel avec eux. Donc d'un côté, elle nous rappelle ça et elle a plutôt tendance à renforcer le collectif de l'entreprise et probablement le sentiment d'appartenance à une communauté très forte. Euh, et en même temps, c'est vrai que elle crée aussi probablement des difficultés de compréhension vis-à-vis de ce que peuvent être les choix des entreprises et de leur direction. Parce que, évidemment, il y a une forme d'incompréhension qui peut exister entre le fait qu'une direction et que des choix d'entreprise vont viser à la fois à préparer, à assurer le présent, mais aussi à préparer l'avenir, et donc à prendre des décisions qui, dans une période qui va être une période, qu'on le veuille ou non, de crise économique dans les mois qui viennent, avec justement ce discours très fédérateur qui est de se dire aussi de la part de la direction dans la crise qu'on se serre les coudes, qu'on est tous solidaires et qu'on on doit tous faire des efforts les uns pour les autres. Le problème, c'est que ces deux phénomènes, ils existent, ils sont je dirais, d'un certain point de vue, une réalité euh, à part égale, mais ils se traduisent aussi parfois par des mesures qui peuvent donner le sentiment de jouer et de renforcer ce collectif et cette solidarité de tous dans l'entreprise, et par d'autres moments, donner ce sentiment que finalement,
les collaborateurs peuvent aussi payer le prix de la crise. Et donc ça, c'est une difficulté qui va probablement être la difficulté majeure de l'année 2021 parce que jusqu'à présent, la crise économique dans un certain nombre d'entreprises a pu être gelée aussi par la crise sanitaire. Tant qu'on est en crise sanitaire, il y a un certain nombre de dispositifs d'aide aux entreprises qui existent, qui seront levés le jour où la crise disparaîtra. Et pour certaines entreprises, c'est là que les difficultés et que les mesures douloureuses pourraient être prises. Et donc, il y aura une incompréhension entre ce temps de l'entreprise et le temps de l'opinion. Le temps de l'opinion sera celui du moment où on est sorti de la crise et où donc on a l'impression que les choses devraient s'améliorer. Et le temps de l'entreprise pourrait être celui du moment où les choses difficiles commencent. Et donc, ça va être un enjeu extrêmement fort. Maintenant, je pense que sur le fond, pour autant, il n'y a pas dans l'opinion publique le sentiment qu'il est incompatible d'améliorer la situation des salariés, de mieux prendre en compte un certain nombre de sujets sociétaux et la rentabilité de l'entreprise. Dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire, les gens ont le sentiment que les entreprises les plus respectueuses de l'environnement, par exemple, sont celles qui peuvent être tout aussi profitables que les autres. Et ça, c'est un changement fondamental probablement qu'on a observé au cours des dernières années, c'est que dans un pays où la critique du capitalisme est en général très forte, comme la France, il n'y a pas de perception de l'incompatibilité entre le capitalisme et un certain nombre de nouveaux enjeux, notamment l'enjeu environnemental et l'enjeu climatique. Et ça, c'est probablement quelque chose sur lequel les entreprises doivent s'appuyer. Maintenant, elles vont aussi avoir affaire à des polémiques récurrentes dans notre pays, comme celle sur la distribution de dividendes, qui restent des mécanismes qui sont très mal compris et très mal perçus par une partie des Français. Et là encore, avec ce décalage entre le temps de l'opinion et le temps de l'entreprise, c'est-à-dire que les dividendes ont un décalage dans le temps qui peut faire que, par exemple, ils apparaissent anormaux dans une période difficile économiquement, alors qu'ils sont souvent aussi, je dirais, la conséquence d'un passé qui peut être, lui, légèrement antérieur à la crise. Oui, sur les dividendes, la France a été le pays, les entreprises françaises ont été celles qui ont été les plus proactives dans le fait de proposer de ne pas verser de dividendes ou de verser qu'une partie des dividendes prévus. C'est un phénomène, comme vous savez, qui a eu lieu dans tous les pays. Mais la France a été le pays où ça s'est le plus fait ce printemps, notamment probablement parce que à la fois les pouvoirs publics, la FEP, à la fois les différentes associations de place et les différentes instances gouvernementales ont pris position là-dessus, sans rien imposer, mais en recommandant de ne pas verser de dividendes cette année. Et du coup, ça donne le sentiment que le dividende, la partie financière de l'investissement est stigmatisée et opposée à la partie, c'est un peu les bons et les méchants, les vertueux et les cupides. Est-ce que vous avez le sentiment que cette décision de ne pas verser de dividendes, elle a creusé un clivage entre le monde financier et le monde extra-financier, ou est-ce que c'est temporaire cette année et que tout pourra repartir en 2021 parce que l'ensemble de l'écosystème ne peut pas vivre sans dividendes? Je pense qu'une des raisons pour laquelle la France a été un des pays qui a le moins ou finalement le plus gelé les dividendes en 2020, c'est aussi à la fois parce que les entreprises ont conscience que ce terme est un sujet extrêmement sensible dans l'opinion. Je pense que probablement la France est le pays dans lequel le débat autour des dividendes est le plus violent dans l'opinion publique et même je dirais dans le débat public de manière générale. Et aussi parce que il y a probablement une difficulté particulière à la France, c'est que compte tenu de la faiblesse de l'épargne salariale,
ou du nombre de Français qui investissent dans les entreprises et qui investissent dans les actions, vous avez finalement peu de Français qui eux-mêmes touchent des dividendes, alors que dans d'autres pays, vous pouvez avoir une part très importante des salariés, des consommateurs qui eux-mêmes sont bénéficiaires de dividendes. C'est le cas par exemple dans les pays anglo-saxons où ces mécanismes sont plus développés. Et donc il y a ce sentiment quand on verse des dividendes d'une fracture, que ça ne s'adresse qu'à une petite minorité de la population, qui est en partie vrai. Alors ça va dépendre beaucoup des entreprises. Vous avez des entreprises, là aussi, parmi les entreprises cotées, avec des niveaux très très différents d'épargne salariale et d'actionnaires parmi les salariés. Donc ça peut être aussi assez variable. Mais il y a aussi cette difficulté-là. Et donc ce monde est plus fracturé. Cette séparation est plus forte aussi dans la réalité en France que dans d'autres pays. Et c'est ce qui probablement explique cette attitude. Est-ce que pour autant elle sera pérenne? Je ne le crois pas, parce qu'effectivement, il y a d'abord la nécessité de rémunérer ses actionnaires, surtout dans des périodes où des arbitrages peuvent être faits, et donc pour ne pas fragiliser, je dirais, l'entreprise elle-même et son capital, parce que aussi, automatiquement, il y a aussi à un moment la nécessité de s'adapter, je dirais, au contexte économique. Et donc, tout va dépendre aussi de ce que vont être les résultats des entreprises en 2021. Je pense que le sujet se posera peut-être plus en 2022 qu'en 2021 directement, parce que quand même l'année prochaine risque d'être une année encore assez compliquée pour les entreprises. On voit d'abord qu'on n'est pas sorti de la crise sanitaire et que les projections de sortie sont plutôt au printemps, à l'été, donc pour le second semestre, que pour l'ensemble de l'année. Et puis, parce que je le disais, une partie de l'aide qui a été apportée par l'État aux entreprises va disparaître en 2021, et donc va peut-être rendre un peu délicat l'année 2021. Peut-être que pour certaines entreprises, 2021 sera plus dur que 2020. Alors ça, oui, parce qu'il y a toujours un effet d'inertie. On peut vivre sur un carnet de commandes largement initié en 2019 et début 2020. Exactement. Là, l'effort commercial a été beaucoup plus difficile. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il y aura cette difficulté-là. Et puis, il y aura un dernier point qui est lié au calendrier politique. 2022, c'est l'année de l'élection présidentielle. Il y aura probablement en 2021, à un moment ou à un autre, une forme, comme souvent avant les élections présidentielles, une forme d'attentisme politique aussi dans le pays, d'interrogation sur ce qui va sortir de ce scrutin majeur. Et on ne peut pas exclure que, par exemple, par rapport à un certain nombre d'investissements, ou par rapport à... il y a des attitudes de prudence de la part des entreprises, le temps que ce moment soit passé, et que ça se traduise aussi en partie sur la politique en matière de dividendes, pour ne pas susciter d'immenses polémiques à un moment où on sait que le débat politique va faire rage, et donc où ça pourrait être encore plus sensible. Donc voilà, c'est probablement un moment provisoire, mais c'est vrai qu'on va avoir, je dirais, un mélange pour les entreprises de calendrier à la fois économique et politique qui ne va pas être simple en 2021 jusqu'à la mi-2022, parce qu'évidemment, ça suscite beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, tout le monde se demande ce que va produire cette crise politiquement. Et honnêtement, on ne peut pas le savoir. Ce que l'on sait en revanche, c'est que probablement que les élections nationales de 2022 se situeront dans un moment extrêmement délicat économiquement pour le pays, parce qu'on sera sorti du sanitaire, mais pas depuis suffisamment longtemps probablement pour que la reprise économique soit enclenchée. Et donc c'est probablement pour beaucoup de Français, au moment de l'élection présidentielle de 2022, que se verra le plus la crise économique. Aujourd'hui, elle est en partie masquée par exemple, le chômage partiel. On peut penser que l'année 2021, en tout cas la deuxième partie, va être assez mauvaise du point de vue de l'emploi, au niveau des chiffres. Et donc, c'est souvent à travers les chiffres de l'emploi que les Français ressentent
la situation économique. Et donc, ça va être une période assez tendue. Et je pense que les entreprises le savent, les entreprises cotées le savent, et elles vont en tenir compte, en tout cas, dans cette période-là. Donc, ça ajoute un peu d'incertitude à l'incertitude économique que nous vivons tous, parce que, évidemment, ça, il y a quand même, on l'a vu ces dernières années, à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y a des poussées assez fortes populistes au niveau politique qui peuvent aussi inquiéter de ce point de vue-là les entreprises. Oui, donc, en conclusion, vous diriez que l'enjeu pour elle va être de mener simultanément le calendrier économique qui va s'assombrir pour au moins un an, voire un peu plus, le calendrier politique qui va dès début 2021 commencer, et puis la température de l'opinion publique qui est toujours en avance de phase et un peu utopiste, comme vous le soulignez tout à l'heure, de gérer ces trois fronts en même temps. Oui, avec peut-être un quatrième front qui est le front de l'interne et de la gestion des collaborateurs. Comment gérer finalement la relation humaine au sein de l'entreprise dans une période où il y a pu avoir du détachement qui s'est créé par l'éloignement physique. Beaucoup d'entreprises vont probablement pas avoir revivre, je dirais, avec leurs salariés physiquement comme elles le vivaient avant la crise, avant l'été, voire l'automne prochain. Et donc, ça crée des difficultés particulières. C'est comment conserver cette dimension d'entraide, de lien. Comment gérer aussi peut-être les demandes qui vont émerger de la part de collaborateurs, de continuer à exercer en partie leur travail à distance. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qui est assez fort. Une des choses qu'ont pu découvrir les entreprises à cette occasion, c'est que l'intégration des nouveaux salariés qui avaient pu arriver juste avant la crise n'était vraiment pas simple dans cette période où beaucoup de gens se sont mis à distance, en tout cas pendant le premier confinement totalement, et puis en partie pendant le deuxième confinement. Donc il y a aussi clairement cette dimension-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de défis en même temps à relever dans une période d'incertitude politique. Il va falloir gérer les conséquences économiques de la crise, être capable d'anticiper, parce que le rôle des entreprises dans une crise économique, c'est de commencer à anticiper la reprise, comment elle va se faire, quelles sont les réorientations éventuelles qu'il faut faire, et donc gérer des réorganisations pour bénéficier au maximum du redémarrage économique, et puis comment, je dirais, continuer à gérer ses salariés, ses collaborateurs, dans une période où beaucoup de changements ont eu lieu et probablement il n'y a pas de... Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes qu'on peut faire auprès des collaborateurs, il n'y a pas une demande qui ressorte. Les gens ne nous disent pas je veux arrêter d'aller sur le site de mon entreprise demain et être en télétravail ou inversement. En fait, il y a des demandes très diverses, très disparates selon le type de collaborateur. Et donc, il va falloir aussi gérer des envies qui vont être individuelles différentes et gérer un peu peut-être une entreprise aussi dans la relation avec ses collaborateurs à plusieurs dimensions. Là où avant, c'était assez uniforme, on était tous sur un lieu de travail, hormis quelques exceptions de travail à distance. Là, vous allez avoir probablement des envies, des besoins, des situations différentes qui vont émerger et qui vont demander aussi beaucoup de réflexion sur le mode d'organisation des entreprises, sur quel type de bureaux aujourd'hui sont adaptés après la crise sanitaire, à la fois aux nouvelles règles et aux nouvelles normes qui pourraient subsister, mais aussi aux nouvelles attentes des collaborateurs. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup d'enjeux, beaucoup je dirais, de nécessité d'adaptation. Et il est évident que ça va prendre du temps, mais que ça va rajouter aussi une part d'incertitude et de difficulté. Mais en revanche, je crois que les attentes de l'opinion vis-à-vis d'entreprises plus vertueuses ne vont faire que se renforcer et s'accélérer. Et donc la capacité à la fois dans les produits et services que l'on offre,
et aussi dans la manière dont on entretient la relation avec ses clients vont continuer à évoluer dans cette direction d'attentes de plus en plus fortes, à la fois de produits et de services qui correspondent aux besoins, mais aussi je dirais, de prise en compte des enjeux sociétaux et des défis que nous connaissons tous aujourd'hui, qui sont aussi bien environnementaux que, comme je le disais, les dimensions diversité, parité, qui sont des attentes relativement fortes dans l'opinion. Bruno Jambard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci et puis bonne fin d'année à vous et à vos proches. Bonne fin d'année également. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.